À la fin du XVIe siècle, un jeune jésuite du nom de Matteo Ricci pénètre en Chine. La Chine, c'est le jackpot. C'est nouveau. Sa mission, évangéliser la Chine. La mission des jésuites était de participer à la reconquête de la chrétienté à travers le monde. Formé à la géométrie et à l'algèbre, Matteo Ricci découvre l'astronomie chinoise et son calendrier. Donc, étudier les mathématiques était une arme nouvelle pour les jésuites, pour leur permettre de prêcher le christianisme. Il comprend que l'art de mesurer le temps et de prévoir les phénomènes célestes sont aux sources de l'autorité impériale. Dans la Chine impériale, l'astronomie occupait une place très importante au niveau politique. Il entraîne à sa suite 3 générations de jésuites dans une formidable bataille à la conquête du pouvoir au sein de la cité interdite. Leur plan, convertir l'empereur et avec lui tout le peuple chinois. Le temps est très important pour les humains. L'existence humaine consiste à maîtriser le temps. Ainsi, l'homme a su organiser ses activités. Et c'est ainsi que nous, humains, sommes devenus supérieurs aux autres espèces.愿圣天保我大明风调雨顺，国泰民安。Étudier les étoiles nous rapproche un peu plus de Dieu. C'est ce que l'empereur appelle le mandat du ciel. Exactement. 是啊，这就是中国人所说的天命。天命。是的，天命。Pour les Chinois d'autrefois, le temps avait une signification particulière. Ils voulaient faire chaque chose au moment approprié. Ils pensaient que ce moment approprié était déterminé par le rythme de la nature. Pour asseoir la légitimité impériale, l'empereur était proclamé fils du ciel. Il représentait le peuple devant le ciel et le ciel devant le peuple. Il était donc l'intermédiaire entre le peuple et le ciel.
Le pouvoir suprême de l'empereur provenait naturellement de la guerre, de la conquête d'un territoire ou d'un pays. Une fois cela accompli, s'il voulait devenir un souverain légitime, il devait être investi du mandat du ciel. Les Chinois considéraient l'endroit où résidait l'empereur, en l'occurrence la cité interdite, comme l'endroit le plus important. À ce lieu correspondait l'étoile polaire. Autrefois, l'étoile polaire était appelée étoile impériale, et sa zone périphérique était l'équivalent céleste de la cité interdite. C'est depuis ce lieu que l'empereur gouvernait le pays. C'était un lieu clé. Il fallait annoncer l'heure à tout le monde. La tour du tambour et de la cloche servait à cela. Plus la société se développe, plus les exigences pour un service de l'heure sont élevées. Il y a eu des tambours, des cloches, puis des horloges et des montres. Les horloges et les montres sont des symboles d'une civilisation plus moderne. C'est ainsi que la population, suivant l'heure, pouvait organiser ses activités. En Chine, comme dans d'autres civilisations anciennes, on a commencé à étudier le temps et le calendrier depuis très longtemps. Il y a 4000 ans, il y avait déjà des observatoires pour contempler le ciel et prévoir le temps. Actuellement, nous avons deux systèmes principaux pour la mesure du temps. L'un est le système du temps astronomique, l'autre est le système du temps atomique. Le système du temps astronomique est basé sur deux mouvements. D'abord, la rotation de la Terre sur elle-même, et ensuite la révolution de la Terre autour du Soleil. Mais il existe des décalages entre les deux temps. L'horloge atomique permet des calculs plus précis. L'horloge atomique est une fréquence qui donne le signal du temps en utilisant les micro-mouvements de l'atome. Nous avons 4 satellites chinois dans l'espace. Sur ces 4 satellites, nous avons installé des horloges atomiques qui nous permettent de nous localiser et de naviguer. Le calcul du temps est essentiel pour ces deux fonctions. Avec ces deux systèmes, on peut faire beaucoup de choses, notamment obtenir le signal du temps. Tous ceux qui ont un portable ont leur propre système de navigation par satellite. S'il y a une erreur d'1 microseconde, c'est-à-dire d'un millionième de seconde, cela équivaut à une erreur de 300 mètres. Par exemple, si votre GPS ne vous fournissait pas d'informations exactes, la circulation automobile en ville serait chaotique. Si les télécommunications utilisaient le même signal erroné, la même chose se produirait dans le système financier. En une nuit, un millionnaire pourrait perdre sa fortune et deviendrait aussi pauvre que moi.
Dans la Chine impériale, l'astronomie occupait une place très importante au niveau politique. C'était une activité officielle, organisée par l'État. Les astronomes étaient des fonctionnaires et faisaient partie intégrante de la bureaucratie. Sous la dynastie Tang, le bureau de l'astronomie pouvait compter jusqu'à 1000 personnes. Il était composé de 3 départements. L'un était chargé de l'observation des phénomènes célestes et de faire un rapport à l'empereur sur les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, et sur toute anomalie. Un autre département était chargé de l'établissement du calendrier officiel, de la mesure du temps et des saisons. Le dernier département était le service de la clepsydre, utilisé pour indiquer l'heure. Le principe était de faire couler de l'eau dans un récipient et on mesurait l'heure selon le niveau de l'eau. Lorsqu'il y avait des erreurs de prévision dans le calcul d'une éclipse de soleil ou de lune, cela indiquait qu'il y avait un problème de gouvernement du pays. L'empereur devait faire son examen de conscience et revoir sa politique. Les fonctionnaires astronomes qui se trompaient dans leurs calculs étaient punis. Selon la légende, sous l'empereur Zhongkang de la dynastie Xia, les fonctionnaires dont les prédictions s'avéraient fausses recevaient 60 coups de fouet. La prévision des éclipses de soleil était très importante pour l'établissement du calendrier officiel. L'éclipse de soleil, en tant que phénomène anormal, était considérée comme néfaste, car le soleil symbolisait l'empereur. Si un empereur parvenait à établir un bon calendrier et à le promulguer, cela signifiait qu'il avait reçu le mandat du ciel. Cela explique pourquoi, dans la Chine impériale, le souverain attachait une grande importance à l'établissement du calendrier. Le peuple en ayant besoin, le calendrier devait être diffusé largement. Il en fallait des millions d'exemplaires. La résurrection du Christ est un élément central de la religion chrétienne. Pâques commémore cette résurrection. Et la date de cette fête est fixée en fonction de la Lune, et pas seulement du Soleil. Ce n'est pas comme Noël, qui tombe toujours le 25 décembre. Dans la chrétienté, il y avait des désaccords concernant la méthode de prédiction et le mode de calcul de la date à laquelle devait être célébrée Pâques. Ce qu'a fait Clavius, c'est de résoudre définitivement ce problème. C'est là-dessus que portait la réforme grégorienne du calendrier qui unifia la structure du temps liturgique. Matteo Ricci est né à Macerata, c'était un Italien. Il a été formé à Rome, au Collège romain. Et il a eu comme professeur un jésuite d'une grande renommée, Christophe Clavius, celui qui a introduit l'enseignement des mathématiques comme discipline à part entière dans les collèges jésuites. À propos des mathématiques, Clavius disait que si vous y étiez habile, tous les yeux se tournaient vers vous. Ainsi, étudier les mathématiques donnait aux jésuites une arme pour prêcher avec succès le christianisme en Chine.
Nous sommes ici dans la magnifique église baroque de Saint-Ignace, fondateur de l'ordre des Jésuites. La Compagnie de Jésus a été fondée en 1540 par Ignace de Loyola, un noble espagnol. Cette compagnie s'est développée très vite. À la fin du XVIe siècle, elle comptait déjà plus de 8000 membres à travers l'Europe. La mission de la compagnie était de participer à la reconquête de la chrétienté. Les jésuites ont donc travaillé en Europe, mais également à travers le monde. Leur tâche consistait à convertir les populations locales partout où allaient les marchands, marins et soldats européens. Ce qui incluait bien évidemment les Amériques, l'Afrique, l'Inde et l'Asie orientale. À cette époque, la Chine, c'est le jackpot. C'est nouveau. C'est quelque chose qu'un jeune jésuite pouvait viser. Et je pense qu'il y avait là un élément d'émulation. Aller en Asie était pour la plupart d'entre eux un voyage dont ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. D'ailleurs, un tiers d'entre eux mourraient avant d'arriver à destination. Donc la notion de vocation, qui amène à aller sauver des âmes à l'autre bout du monde, était vraiment omniprésente. Comme tout jésuite qui se rendait en Chine ou ailleurs, en Asie, Matteo Ricci a dû passer par Lisbonne, car c'était de là que les navires partaient pour l'Asie. Tous les jésuites qui allaient en Chine partaient à bord de navires portugais, et ce pendant encore un siècle après le départ de Ricci. Ensuite, Ricci s'est arrêté à Goa, qui était une colonie portugaise, puis il s'est rendu à Macao, où il est resté plusieurs années. C'est là qu'il a commencé à apprendre le chinois. Les jésuites, présents à Macao depuis sa fondation, ont tenté plusieurs fois d'entrer en Chine, mais sans jamais y parvenir. Les rares personnes qui ont eu des contacts avec les Chinois nous ont dit que c'est une perte de temps d'essayer de les gagner par la foi. Venez mon père, venez! C'est bon de vous voir. Pour moi aussi. Père Li Mandao. Père Luo Mingjiang. On peut commencer? Bien sûr, mon père. Ebexo. Jiamian. Abelade. Dong Yao. Abenador. Chen Dong. Abakar. Bao Guo Jiejin. Bem. Hao. Matteo Ricci n'est pas allé directement à Pékin. Il a d'abord pénétré le territoire chinois dans le Guangdong, la province où se trouve Macao. Matteo Ricci a voyagé en Chine et il a été étonné par beaucoup de choses. D'abord, le pays était vaste et riche et le système de connaissances y était très développé. Cela comprenait la morale et la philosophie, mais aussi l'astronomie et les mathématiques.
j'ai découvert quelque chose qui surpassait tout ce que je pouvais imaginer. Il y avait une montagne sur un côté de cette ville, et à l'intérieur de ces murailles, un vaste espace blanc, tout à fait adapté à l'observation des étoiles. Ils y avaient installé des instruments astronomiques ou des machines en métal moulé qui, par leur taille et leur élégance, surpassent tout ce qu'on connaît en Europe. Cette nuit, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai rencontré un homme étrange. 利玛窦，这些会不会是你改变帝国子民古老信仰的方式，并且用一个新的信仰取而代之？ Quand Matteo Ricci est arrivé pour la première fois à Nankin, c'était la première capitale de la dynastie Ming, où se trouvait le premier département d'astronomie de cette dynastie. Matteo Ricci a tout de suite vu la différence entre les instruments astronomiques chinois et ceux d'Europe. Les instruments chinois utilisaient un système de coordonnées équatoriales, alors qu'en Europe, depuis la Grèce antique jusqu'au XVIe siècle, les astronomes ont toujours utilisé le système de coordonnées écliptiques. Observer le ciel au moyen de l'écliptique, c'est se référer à la trajectoire du Soleil. Mais les calculs sont moins précis, alors qu'il est plus simple de se référer à l'équateur pour déterminer la position des corps célestes. Je ne pouvais pas imaginer que la Chine avait un système astronomique si complet. Je vous remercie de votre aide. Je vous en prie, mon père. Père Pontoya. Oui, mon père. L'expérience m'a appris que les pères devraient se vêtir avec les mêmes tenues et les mêmes ornements que les Chinois les plus éduqués. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aux yeux des Chinois, on ne serait jamais véritablement considéré comme l'égal des membres de la classe cultivée. Vous pouvez être certain que l'empereur sera très heureux de vous voir habillé comme ça. Très heureux. Certains ne comprennent pas pourquoi nos missionnaires doivent parler de science et de mathématiques avec les Chinois. Mais si nous voulons que les Chinois s'intéressent à nos enseignements religieux, le meilleur moyen est de leur donner de la science avec la religion. Cela retient mieux leur attention que tout le reste. Et ils voient que notre science est construite sur des preuves solides. C'est ce qui leur fait penser que notre religion doit être aussi bien fondée. Calculating the elongation of a planet. I think that what happened is that Matteo Ricci va envoyer des cadeaux à l'empereur, dont une carte du monde. C'est sa première œuvre scientifique. Quand les fonctionnaires chinois lui ont rendu visite dans sa première résidence, à Zhaoqing, ils ont vu une carte du monde européenne accrochée au mur. Les fonctionnaires l'ont interrogé à ce sujet. Et Ricci s'est rendu compte que cela pouvait intéresser les Chinois. Il a donc modifié sa carte en plaçant la Chine au centre, tout comme les cartes européennes placent l'Europe au centre du monde.
Elle a eu beaucoup de succès et il a envoyé un exemplaire à l'empereur. Il lui a aussi envoyé un crucifix, du tabac à priser et aussi une horloge mécanique. Parce que Ricci avait remarqué que les fonctionnaires s'intéressaient au progrès technologique. Marco Polo est le seul à être... 神父，听取韩语。对不起，利玛窦神父，我们的同胞正在这里改做贸易，不仅我们正在这里传播思想，我们快将北疆皇帝身边的代将就当。Oui, mon père. Quand l'empereur entendit parler des objets que les jésuites apportaient, il a simplement dit qu'il était intéressé. Liqin, un des eunuques de l'empereur, qui était un dignitaire de la cour, était en charge de satisfaire ses volontés. C'est donc Liqin qui a fait venir Matteo Ricci à Pékin avec son horloge. Ni hao, 利玛窦神父。参将大人，我们前来效忠大明皇帝。很好，我们很期待你在信中所提到的礼物。参见李大人。大人请看，这就是我们为大明皇帝准备的礼物。吾皇对这个字明钟很感兴趣。李大人，他可以自己报时，指针可以指出时刻。哦，可是，在我们说话期间，他并没有发出任何的响声。回李大人，此钟还没有安装好，过一会儿我们会把它安装妥当。衷心的希望这个字明钟，大明皇帝能够喜欢。我会向吾皇转达你们的好意。谢李大人。愿皇帝喜欢。L'empereur s'est plaint du fait que ces objets ne faisaient rien, que cette horloge ne marchait pas. On pense que Ricci a pris soin d'envoyer l'horloge alors qu'elle avait besoin d'être remontée pour avoir ses entrées au palais. Et il est entré au palais pour apprendre aux eunuques comment entretenir l'horloge. Le mécanisme de l'horloge tenait dans un meuble entre 4 colonnes. L'heure était affichée sur le cadran de l'horloge en caractères chinois. 过来，过来，过来。标班，标炮，标靶，标靶。指针，指着，
现在，现在，过来，过来。 Grâce à leurs efforts, les 4 eunuques assignés à l'entretien de l'horloge ont acquis suffisamment de connaissances pour la régler eux-mêmes. Ils ont mis par écrit chaque détail du mode d'emploi et du mécanisme de l'horloge. Intrigué par nos connaissances scientifiques, l'empereur nous autorisa à vivre dans la cité interdite. Nous étions des religieux pauvres, nous devînmes des maîtres de la science essentielle de la Chine. La science du temps. Dieu soit loué. Un seul coup d'horloge et nous avons accompli un miracle. 这就是我们的家，这就是我们的新家，这就是我们的教堂。欢迎我们皇帝随时来这里祈祷。神父， Nous allons faire de belles choses ici. Disciple 保罗愿意付出全部的真心实意，一生跟随耶稣，遵循天主旨意。请天主给我启迪，赐予我超越世俗的真理。阿门。 Matteo Ricci n'a jamais fait partie de la bureaucratie chinoise. Il développa à Pékin ce qu'il avait commencé dans le sud de la Chine, à savoir un réseau. Et l'un de ses triomphes concerne un lettré qui s'est converti en 1603 et qui s'appelle Xu Wangxi. Ce fut le premier converti à avoir de l'influence. Ricci a fait en Chine ce que Clavius a fait à Rome, à savoir enseigner. Il enseigna d'abord la géométrie. Xu Wangxi, qui était un personnage important, décida lui aussi de travailler avec Ricci. Ricci décrit leur travail comme des leçons. Et Xu Wangxi, étant un bon lettré, a tout retranscrit dans un parfait chinois. 直角三角形，两条直角边的平方和等于斜边的平方。是的。 Rien ne plaisait autant aux Chinois que les éléments d'Euclide. C'est probablement dû au fait qu'aucun peuple n'estime autant les mathématiques que les Chinois. 在过去几个世纪中，主要有2个原因导致我们对数学的忽视，甚至是诋毁。是这样吗？一是学者追求投机主义哲学，重理论轻实践；其次，无数染指数学，把数学变成一门充满神秘主义的研究。Matteo Ricci s'est rendu compte que les Chinois étaient intéressés par tout ce qui concerne les sciences mathématiques et en particulier l'astronomie. Quand Ricci est arrivé, depuis des années, les calendriers officiels traversaient une crise. Et il y avait eu plusieurs tentatives de réforme infructueuses. Ricci, qui n'était pas lui-même un spécialiste, a donc adressé une lettre à Rome pour demander que soient envoyés en Chine des jésuites formés en astronomie.
Je répète avec insistance une requête que j'ai déjà formulée et qui est restée sans réponse. Il serait très bénéfique d'avoir à la cour de Pékin un père ou un frère qui soit astronome. Je connais suffisamment la géométrie, l'horlogerie et les astrolabes, et j'ai les ouvrages nécessaires. Mais les Chinois attachent moins d'importance à ces sciences qu'au mouvement des planètes, au calcul des éclipses et en fait, au calendrier. J'espère que vous traiterez cette question qui est de la plus haute importance pour la Chine, avec le Père général. Il faut garder à l'esprit le fait qu'envoyer des messages de Chine en Europe et de faire voyager des hommes entre la Chine et l'Europe, c'était comme une mission sur Mars. Il faut bien réaliser que tout ça prenait énormément de temps. Je ne pense pas que Ritchie ait été surpris qu'on ne lui ait pas envoyé de jésuites formés en astronomie. Sinon, il aurait pensé « Oh, c'est allé vite », mais en fait, il ne les a jamais vus arriver. Ce qui est frappant, c'est que les jésuites arrivent en Chine au moment d'une grave crise dans le domaine de la cosmologie en Occident. On se disputait violemment pour savoir si le Soleil tourne autour de la Terre ou si la Terre tourne autour du Soleil. En Europe, cette question était considérée comme très importante. Mais elle était beaucoup moins préoccupante en Chine. Les Chinois pouvaient se passer d'un modèle pour représenter les mouvements de la Terre et du Soleil dans l'espace. C'était ce qu'on pouvait observer qui les intéressait. Je vous quitte sur le seuil d'une porte ouverte. Celle qui mène à une grande récompense. Mais seulement après de durs travaux et de multiples dangers. Être capable de prévoir une éclipse était le test suprême d'un système astronomique en Chine. Et le plus difficile était de prédire une éclipse de soleil. Mon père! Mon père! Mon père! Mon père! Tout reposait sur la capacité de prédire les phénomènes célestes, et en particulier les éclipses de lune et de soleil.
Ces prédictions étant fausses, le calendrier était fautif et devait être réformé. De telles réformes étaient courantes dans la Chine impériale, parce qu'avec le temps, le calendrier perdait en justesse. Mais les réformes ne se limitaient pas à des questions techniques, car le changement du calendrier signifie le changement du mandat céleste. Donc, il s'agissait aussi de questions politiques. Si le calcul des astronomes manquait de précision, la date du solstice d'hiver pouvait être fausse, et les prières de l'empereur pour une bonne récolte n'étaient pas efficaces. C'est pour cela que les jésuites pouvaient être utiles. On sait que le Soleil et la Lune ont chacun leur trajectoire. Leurs deux orbites se rencontrent sur les nœuds lunaires. Quand le Soleil et la Lune arrivent en même temps au même nœud lunaire, une éclipse de Soleil se produit. Ce calcul est compliqué, car les trajectoires de la Lune et du Soleil sont complexes. La science du temps occidental et la science du temps chinoise étaient toutes deux basées sur l'astronomie. Mais elles étaient très différentes. D'abord, les systèmes d'unités de mesure étaient différents. En Chine, on utilisait des cycles et des constantes. En Occident, on construisait d'abord un modèle géométrique du mouvement des planètes. Pour la prévision de l'éclipse en 1629, Xu Guangxi fut aidé par les missionnaires, avec les méthodes occidentales. À la suite de cette éclipse, l'empereur Shongzhen approuva les résultats obtenus par Xu Guangxi grâce à ces méthodes. 臣徐光启拜见皇上。立法提案准奏，着你徐光启全权负责。谢皇上。 Quand le bureau de l'astronomie a été confié à Xu Guangxi, il voulait faire la réforme en utilisant les méthodes occidentales. 这个我们推测的试射时间呢，只差了1分钟，而他们欧洲人推测的时间差了15分钟呢。但是西方人的推算时分更加准确。其实这并不是我们自己天文时的无知，而是知识系统发生了偏差，而这种偏差只有西方人才能够帮我们纠正。 Chaque prescription étant justifiée, Xu Guangxi était persuadé qu'il pouvait résoudre les problèmes. Vous 们现在学的是礼、义、法 和术，如果不能掌握理论，那么我们将得不到方法；如果不能通晓原理，我们将无法推算。吸收西方知识的信息和原理后，那我们将为我们自己宏大的知识系统基础上加以利用。 Xu Guangxi fait venir à Pékin 2 jeunes missionnaires, l'allemand Johann Charles von Bell et l'italien Giacomo Rò. Ce sont eux qui ont joué le rôle le plus important dans la réforme du calendrier. Nous traduirons ensemble en chinois les explications de tous les mouvements célestes et des éclipses.
Autrement dit, l'astronomie dans son intégralité, avec des compléments d'informations sur l'arithmétique, la géométrie ainsi que d'autres parties des mathématiques. Nous devons aussi inclure un traité sur ce télescope, récemment envoyé d'Europe. 满人，是满人，他们正从北方过来，我们的部队正在100里外与他们作战。怎么办呢，徐大人？兄弟们，冲啊！ 这死，无眼却诅咒于地下，去人冠冕，一发覆灭，让贼人们分裂阵势。 血染上百姓一人。